Canalisation, responsabilité limitée, illimitée, ça concerne souvent les armateurs. Parmi nous, Armateurs de France, qui va sans doute vous éclaircir peut-être ce terme parfois mystérieux, Cécile Bellor va vous exposer cette thématique. Merci beaucoup à Surfrider d'avoir invité les armateurs qui sont très honorés de pouvoir finalement démontrer que nous menons avec vous un combat commun pour la sécurité maritime et la protection de l'environnement. La sécurité maritime est organisée autour de deux acteurs principaux, l'État, les États et les armateurs. Les propriétaires de navires, les armateurs, ont de nombreuses obligations destinées à assurer la sécurité de leurs navires, celle de la navigation et la protection de l'environnement. Et s'ils ne respectent pas toutes ces règles, ils sont sanctionnés tant civilement que pénalement. Les armateurs français participent et soutiennent bien évidemment l'ensemble des mesures destinées à améliorer la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Tout à l'heure, un intervenant a dit que le monde maritime et les armateurs ne se souciaient pas de laisser aux générations futures un environnement satisfaisant. C'est faux en ce qui concerne les armateurs français. L'autre acteur essentiel pour la sécurité maritime et la protection de l'environnement est l'État. L'État, d'une part, en sa qualité d'État du pavillon, celui qui donne son pavillon à un navire et qui garantit ainsi la conformité du navire certifié aux règles internationales en termes de sécurité, en termes de mesures pour protéger l'environnement, également en termes de garantie sociale et en particulier de formation des équipages. Mais c'est aussi l'État en sa qualité d'État côtier qui a le devoir de protéger ses eaux et son littoral. Le système international est décliné au niveau européen et national, mis en place, a pour objectif aujourd'hui de responsabiliser l'ensemble des acteurs, tant au niveau de la prévention qu'au niveau de la réparation. Et depuis, malheureusement, les catastrophes successives, Torrey Canyon, Amoco, Erika, Prestige et bien d'autres, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer et la prévention et la réparation et la sanction, la punition. Mais 10 ans après le Prestige, 13 ans après l'Erika, il faut quand même se demander si aujourd'hui ces systèmes améliorés, même si ça n'est pas valable tout le temps pour le Prestige et l'Erika parce qu'ils bénéficiaient des anciennes réglementations, se demander aujourd'hui si ces systèmes sont satisfaisants et suffisants. Notamment, je vous évoquerai peut-être quelques abus que nous avons pu identifier sous prétexte de trouver à tout prix un responsable. En cela, je veux parler de la criminalisation des navigants. Et nous avons également identifié certaines lacunes, notamment concernant la responsabilisation ou la responsabilité des États, tant en qualité d'État du pavillon qu'en qualité d'État côtier. Donc très brièvement, je vous rappellerai, mais très brièvement parce que ça a été fait déjà beaucoup ce matin par Yann Rabuto, les différentes responsabilités civiles et pénales, avant de détailler les lacunes et éventuelles dérives qu'on a pu identifier. S'agissant des responsabilités, à titre liminaire, j'aimerais vraiment faire la distinction, parce que j'ai l'impression que parfois, dans l'émotion, on peut mélanger les deux, la distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile a pour vocation de réparer, d'indemniser les victimes, et la responsabilité pénale a pour vocation de punir. Et cette vocation à punir appartient à l'État et pas aux victimes. La victime éventuellement peut signaler et déclencher l'action publique, mais certainement pas ensuite en bénéficier. Donc vraiment, il est important de distinguer la réparation de la sanction. S'agissant du système de responsabilité civile, il a été détaillé ce matin. Je rappelle qu'il s'agit d'une responsabilité objective. Enfin,
son objectif, en fait, c'est ça le plus important. L'objectif de ce système est de permettre une réparation simple, efficace et rapide du dommage subi par la victime. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc la victime, dès lors que le dommage est survenu, n'a pas à prouver de faute. Directement, il va sur le responsable identifié, responsabilité canalisée, vers le propriétaire immatriculé du navire. La responsabilité, le premier niveau de réparation, la responsabilité de l'armateur est limitée, à moins de prouver une faute de témérité ou intentionnelle. Une assurance obligatoire est imposée pour garantir à la victime l'indemnisation. Et lorsque cette possibilité de réparation limitée n'est pas suffisante pour couvrir le dommage, la communauté internationale a mis en place un système permettant d'aller au-delà de ce premier niveau. Donc c'est le mécanisme du fonds, du FIPOL. Donc il y a un deuxième niveau d'indemnisation. Puis, ce n'est pas encore suffisant, un troisième niveau d'indemnisation. Et par exemple, lorsque il n'y a plus personne pour indemniser les dommages, heureusement, on fait appel au fonds et au deuxième niveau et au fonds complémentaire, troisième niveau. Je préciserai pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les affréteurs. Il faut quand même rappeler que ce sont en particulier les affréteurs qui contribuent à alimenter le fonds qui permet d'indemniser les victimes quand la responsabilité de l'armateur, enfin les règles de responsabilité de l'armateur ne sont pas suffisantes. Donc c'est quand même important de dire que les affréteurs sont quand même impliqués. Voilà. Ceci étant, on peut tout à fait réfléchir à aller au-delà, mais ils sont quand même, ils ne sont pas complètement étrangers au système. Depuis l'ERICA et le Prestige, heureusement, le montant des fonds a été considérablement augmenté, et donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. En revanche, il y a quelques lacunes, notamment concernant le préjudice écologique pur. Le système CLC-FIPOL permet d'indemniser le préjudice écologique dans la mesure où il s'agit finalement d'un préjudice économique. Si on prouve qu'on a entrepris un certain nombre de choses pour remédier, etc., et que l'on apporte la réalité et les justifications de ces dépenses, c'est indemnisable. En revanche, le préjudice subi par la nature elle-même n'est effectivement pas couvert. Alors, même si la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de l'ERICA a ouvert un peu, a permis une certaine ouverture sur ce point, peut-être qu'une des propositions aujourd'hui, et ça a déjà été commencé, je pense, par le comité économique et social et environnemental, peut-être envisager une réflexion sur comment indemniser le préjudice écologique pur, mais un certain nombre de questions se poseront certainement. Qui est détenteur de ce patrimoine collectif? Comment évaluer le préjudice? À quel niveau mener finalement la réflexion au niveau national? Sans doute, peut-être, c'est une impulsion, mais certainement plutôt, et on l'a dit tout à l'heure, comme pour tous les sujets, peut-être qu'au niveau international, ce serait la meilleure solution. Là, on a beaucoup parlé des pollutions par hydrocarbures. Il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a une convention qui existe, qui est la convention HNS, qui permet d'indemniser les pollutions liées aux matières dangereuses, donc pas forcément des pollutions visibles, noires, des pollutions invisibles. C'est un très bon système qui est à peu près organisé de la même manière que le système CLC-FIPOL, mais cette convention HNS n'est pas encore en vigueur. Donc là encore, peut-être un message. Il faudrait réellement que les États ratifient et mettent en œuvre le plus vite possible ce système. C'est dans l'intérêt de tous, y compris des armateurs, puisque ça permet une assurance obligatoire, une identification claire des responsables et un système quand même protecteur et qui vraiment vertueux, je pense, pour l'ensemble du secteur maritime. Voilà.
Deuxième aspect, la responsabilité pénale, je vais très vite. Ce qu'il faut signaler, c'est quand même l'évolution aussi sur ce point. Alors qu'au moment de l'ERICA, les possibilités de sanctions sous l'empire d'une loi de 1983 n'étaient que de 75 millions d'amendes pour les personnes physiques et 375 millions d'amendes pour les personnes morales et 1 an d'emprisonnement. Aujourd'hui, on peut, pour les rejets volontaires, enfin les infractions les plus graves, parvenir à 10 ans d'emprisonnement et aller jusqu'à 15 millions d'euros d'amende. Donc c'est quand même un pas en avant considérable et qui permet, pour répondre à ce que disait Madame Lepage ce matin, peut-être de dissuader les mauvais acteurs et les acteurs les moins vertueux. Voilà, et je préciserai également que au niveau pénal, au-delà des incriminations spécifiques liées au rejet et à la pollution, il est toujours possible, en utilisant des outils juridiques tels que le délit non intentionnel, de couvrir un spectre très large de potentiels responsables au niveau pénal. Donc voilà, il existe quand même un certain nombre d'outils. Ceci étant, le système peut très certainement évoluer. Une des dérives, en tout cas un danger que nous avons identifié, c'est la criminalisation des navigants. Dès lors qu'il y a une catastrophe maritime, systématiquement, les équipages, en particulier les capitaines, sont arrêtés, gardés à vue, voire emprisonnés. Et souvent, ils ne parlent pas la langue du pays, de l'État côtier qui les retient. Ils ont subi un traumatisme, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'actions volontaires, mais en général, et dans la plupart des cas, d'accidents maritimes. Donc ils sont traumatisés, et en plus, on les soumet à une procédure pénale qui peut être vraiment infamante. Sur ce point, l'Organisation maritime internationale a rédigé des directives pour garantir le respect des droits des gens de mer à la suite d'accidents de mer. En particulier, prévoir une traduction, leur garantir la possibilité d'avoir un avocat, du repos, etc. Donc vraiment, Armateurs de France, qui certes représente les intérêts des armateurs, a aussi une mission de dialogue social et de représentation finalement des partenaires sociaux. Et c'est un grand message aujourd'hui qu'on voudrait faire passer. La criminalisation des navigants est quelque chose de très préoccupant et qui nuit gravement à l'attractivité du métier. C'est un point essentiel. Et tout à l'heure, Madame Chabot parlait du rôle du capitaine dans les accidents, et on déplorait le fait que finalement il n'était plus le seul maître à bord, et que la plupart du temps, soit l'armateur, soit même dans certains cas, non, enfin c'est assez anormal, mais ça arrive, les affréteurs eux-mêmes s'en mêlent. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait, puisque les moyens de communication font que le capitaine n'est plus le seul maître à bord, peut-être qu'on pourrait envisager de revoir, mais ça il faudrait le faire avec les partenaires sociaux, de revoir le statut du capitaine. Voilà, c'est peut-être aussi une idée à développer. Dernière chose sur les lacunes. S'agissant des États, on peut déplorer le fait que bien souvent, les États du pavillon, finalement, ne sont pas suffisamment responsabilisés, suffisamment inquiétés, dès lors qu'ils ne respectent pas leurs obligations d'État du pavillon, leur obligation de garant de la bonne qualité des navires qu'ils certifient. On parle de pavillon de complaisance, on attribue toujours cela aux armateurs. Il y a des armateurs très certainement voyous, mais il s'agit avant tout d'États complaisants qui acceptent de donner leur pavillon et de certifier des navires qui ne respectent ni les règles de sécurité, ni les règles sociales, ni les règles, enfin voilà, qui ne sont pas vertueux. Dans l'affaire de l'ERICA, on a déploré l'absence, en tout cas au bout du compte, même s'il y a eu des tentatives, de Malte. Et dans un certain nombre de cas, je pense qu'il est fâcheux qu'on ne puisse pas davantage inquiéter les États complaisants. Alors qu'il existe, bon, c'était un peu, peut-être c'est dur à mettre en œuvre, mais en théorie, il existe des solutions. Par exemple, devant nos juridictions françaises, pourquoi pas mettre en cause un État étranger devant nos juridictions administratives, parce qu'il n'aurait pas, par exemple,
respecter Montego Bay, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on se heurte au principe de l'immunité des États. Et au nom de la réciprocité, c'est vrai que si c'est possible, ça n'arrive jamais. Un autre outil existe éventuellement, puisqu'il y a des juridictions internationales, et c'est finalement une chance que nous avons, nous, en maritime, ça n'est pas vrai dans tous les secteurs, et notamment le tribunal de Hambourg, le tribunal international de la mer, organisé par la Convention de Montego Bay, qui n'a vraiment pas beaucoup d'activités aujourd'hui, qui s'ennuie, donc pourquoi pas l'utiliser à plein, et que les États, mais là il faut là encore un certain volontarisme des États, que les États acceptent de se soumettre à la juridiction du tribunal de Hambourg, et qu'un État, s'il constate qu'un homologue ou un autre État est complaisant ou ne respecte pas ses obligations d'État du pavillon, puisse être assigné ou en tout cas inquiété devant un tel tribunal. Mais donc ce que je disais, le problème c'est qu'il faut réellement un certain volontarisme. Il faudrait que les États se mettent d'accord pour soit utiliser à plein Montego Bay et le tribunal de Hambourg, soit éventuellement aller plus loin et envisager entre eux des possibilités de responsabilité inter-État. Mais on parle souvent de l'État du pavillon, on parle souvent des États côtiers en tant que victimes, mais l'État côtier n'est pas, même s'il est souvent victime, n'est pas que victime dans tous les cas. Et il a une obligation, certes, de protéger son littoral et ses côtes, mais il a aussi l'obligation de jouer le jeu de la sécurité et de la protection de l'environnement au niveau global. Et la communauté internationale a mis en œuvre un certain nombre de règles, notamment l'obligation de déterminer des lieux de refuge pour accueillir des navires en difficulté, pour éviter des pollutions ou les minimiser. Et malheureusement, les États ne respectent pas ces règles sur les lieux de refuge. Je me demande même s'il en existe, puisque si l'on cite par exemple l'affaire du Prestige, il est anormal que ce navire ait peut-être que s'il avait été reçu dans un lieu de refuge, on ne sait pas, mais peut-être la pollution aurait été évitée ou moindre. Je pense aussi au cas plus récent du MSC Flaminia, qui a erré 4 semaines au large de nos côtes et qui a finalement atterri en Allemagne 4 semaines plus tard. Ça paraît assez inadmissible. Et donc, un autre message serait de demander aux États de véritablement appliquer cette réglementation relative aux lieux de refuge. Voilà. Beaucoup de termes abordés dans cette présentation. Décidément, la canalisation de la responsabilité ne fait vraiment pas l'unanimité autour de ce panel. Pour preuve, dans le cadre du Prestige, il semble qu'elle ne soit pas